qui vont venir. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Je pense que tout le monde va être là. Et je pense que c'est presque un reportage. Jacques, vous serez présent et on pourra en parler. C'est mercredi après-midi ou mercredi à matin 14h30. Bon, je pense que mercredi, on pourra vous avoir entre midi et 2, si vous en êtes d'accord, bien sûr, parce que ça sera un moment d'émotion. Bien sûr. Mais je pense que Michel Platini viendra. Sans doute, faut l'espérer. En tout cas, il faut espérer que beaucoup de joueurs soient là, parce que Lacombe est une légende du foot français. Il faisait la une de l'équipe l'autre jour et c'est pas si fréquent. Il a joué en plus tous ses matchs en équipe dans le championnat de France, parce qu'à l'époque on ne partait pas pour l'étranger. Donc on pense à vous, bien sûr, à votre peine, on pense à sa famille, puis on pense à lui. À 12h30, si vous voulez dire un dernier mot avant le flash. 21h, 22h ce soir, dans le studio des légendes, on a réuni tous ses amis, et puis j'en profite pour dire que demain, Michel Platini a 70 ans, ainsi que Jean Tigana, c'est lundi, et Max Bossis, c'est jeudi. Et Dominique Rocheteau, c'était au début de l'année. Il y a 4 joueurs de la grande équipe de 1955. 21 juin 1955, Michel Platini. Voilà, bon anniversaire en tous les cas. Et on pense à Bernard Lacombe. 12h30, le flash. Europe 1, le journal permanent. Avec Émilie Dez. Emmanuel Macron demande au gouvernement d'organiser un débat au Parlement sur la guerre entre l'Iran et Israël. Il promet de réunir les chefs des partis politiques pour échanger sur ce conflit. Emmanuel Macron qui veut prioriser le retour à la négociation face à la menace nucléaire iranienne. Une réunion est prévue aujourd'hui à Genève, en Suisse, entre des ministres européens et l'Iran. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni vont faire une offre de négociation complète sur le nucléaire, les activités balistiques et le financement des groupes terroristes dans la région. Au 8e jour de guerre, Tsahal annonce avoir bombardé un centre de recherche et de développement militaire basé à Téhéran. Israël qui affirme que toute aide est la bienvenue pour empêcher l'Iran de se doter de la bombe atomique. Donald Trump décidera d'une éventuelle entrée en guerre contre l'Iran au cours des 2 prochaines semaines. Il a été transféré dans la nuit. Le narcotrafiquant Abdelkader Bouguetaya est arrivé en France, extradé depuis Dubaï où il s'était installé fin 2019. Condamné à 3 reprises par la justice française entre 2022 et 2023, il devra répondre de ses actes, déclare le ministre de la Justice français Gérald Darmanin. Abdelkader Bouguetaya est notamment soupçonné d'avoir organisé l'importation de cocaïne au Havre. Après Marine Le Pen et Jordan Bardella hier, Emmanuel Macron est aujourd'hui au salon du Bourget, le rendez-vous le plus important de l'aéronautique et de l'espace. Le chef de l'État est arrivé en A400M, l'avion de transport militaire d'Airbus. Il doit s'entretenir en visioconférence avec l'astronaute française Sophie Adeno. Elle s'entraîne actuellement sur le site de la NASA à Houston, aux États-Unis. C'est un camouflet pour le gouvernement. Les députés ont adopté un moratoire sur les éoliennes et les panneaux solaires, autrement dit un amendement à la loi sur l'avenir énergétique de la France qui vise à freiner le développement des énergies renouvelables. Le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, dénonce une mesure parfaitement irresponsable. Et puis alerte canicule dans 16 départements de l'Ouest principalement, mais aussi de l'Est. C'est la première vague de chaleur de l'année. Le thermomètre pourra atteindre jusqu'à 38 degrés cet après-midi dans le sud-ouest, soit une dizaine de degrés de plus que les normales de saison. Merci Émilie Dez, il est 12h32. 11h, 13h. Pascal Praud sur Europe 1. Le problème de la télévision, c'est comme lorsqu'on recevait Patrice Laffont, on lui proposait le générique des chiffres et des lettres, et il est possible que cet effet attendu lasse au bout d'un moment. Bonjour Thierry Beccaro. D'abord bonjour et merci de m'accueillir. Et bien non. Et je m'en voudrais d'être lassé d'entendre ça. Parce que j'ai interviewé pas mal de personnes dans ma carrière, dans ma jeune carrière, et parfois certains artistes me disaient « Ah non, mais là, ce titre-là, il y en a marre et tout ça. » Oui, mais je leur disais « Attendez, c'est grâce à ce titre-là que vous êtes ici aujourd'hui, quoi. » Faut jamais oublier ça. C'est-à-dire que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse vous faire, c'est de rester dans la mémoire des gens à travers un film, une pièce, un livre, une émission. Pascal, c'est tellement difficile. Le tout, c'est pas d'exister.
Le tout, c'est de durer, c'est d'être là encore 5, 10, 15, 20, 30 ans après. Moi, j'ai quitté France Télévisions il y a maintenant 5 ans et j'ai passé 35 ans de ma vie à la radio et à la télé. Et si on me fait écouter le générique de Motus, il n'y a pas de souci. Je rajouterais même Motus. Bon, Thierry Beccaro est avec nous, il est 12h34, vous êtes sur Europe 1 et puis il y a ce lien que créent certains et que ne créent pas d'ailleurs d'autres. La télévision parfois ne crée pas toujours un lien entre un animateur, une personnalité et le public, mais vous, ce lien, il est fort. Et vous serez sur scène du 5 au 26 juillet au Festival Off d'Avignon pour L'amour à la menthe. Et L'amour à la menthe, c'est votre histoire. C'est librement inspiré du livre Je suis né à 17 ans, parce que vous avez raconté votre histoire, qui est une histoire particulière, une enfance. Si je dis une enfance saccagée, oui, une journaliste avait écrit dans un journal que vous aimez beaucoup. Là, c'est une petite parenthèse. En quatrième la quatrième, ça va être la dernière page. L'enfance volée. Oui, l'enfance volée aussi. Ouais, c'est un peu, ça raconte l'histoire d'un rendez-vous raté, on va dire. Et il y en a beaucoup qui sont concernés. C'est pour ça que quand j'ai écrit ce livre, je suis né à 17 ans, je n'imaginais pas à quel point j'allais rencontrer d'autres frères de larmes ou des sœurs de larmes. C'est-à-dire que quand on raconte ce genre d'histoire, que j'ai eu du mal à raconter parce que je suis quelqu'un d'assez discret, je me suis aperçu que ce livre avait ouvert des portes incroyables, que tout à coup, moi qui me croyais seul à avoir vécu ce que j'avais vécu, eh bien, je rencontre dans les salons du livre, à la sortie des théâtres, à côté de là où je travaillais, des proches avec qui je travaillais depuis des années, qui venaient me voir discrètement pour me dire « Écoute, est-ce qu'on peut prendre un café ensemble ?» parce que j'ai connu ça. Et je me suis aperçu que des tas de gens ont vécu telle ou telle maltraitance, qu'elle soit physique, psychologique, qu'ils aient été négligés, qu'ils aient été oubliés. Et ce spectacle, L'amour à la menthe, c'est pour ça que ce titre est merveilleux. Emmanuel Robert Espalieu a trouvé, il est également que, comme je le dis dans le texte, ou comme Emmanuel dit, nous sommes des anges et on n'a pas le droit de taper les anges. Alors vous êtes sur scène évidemment tout seul et vous racontez ce qui est votre histoire. Moi, ce qui me frappe toujours pour parfois rencontrer, c'est assez rare, heureusement que tout le monde n'a pas eu ces enfances-là, c'est que pour ceux qui ont une enfance dite classique, c'est très difficile à comprendre ce que vous avez vécu. Et je trouve que c'est la vie, l'expérience est intransmissible. Et en revanche, quand vous avez parlé de frères d'armes, je devine ce que c'est, parce que au fond, vous ne pouvez vous exprimer qu'avec quelqu'un qui a eu cette enfance-là et qui vous comprend. Les autres peuvent faire dire je vous comprends, bien sûr, ils le disent, mais c'est de la même manière que lorsqu'on dit je sais ce que c'est que la prison, je sais que c'est pas bon, que ça sent pas bon, etc. Mais tant que tu n'y as pas été, Non, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, Pascal, c'est que j'ai rencontré quand je faisais la promotion du film, le film a été adapté du livre, et j'ai rencontré un jeune animateur en Belgique qui me dit un mec super sympa. Il me dit Thierry, excusez-moi, mais voilà, j'espère que vous le prendrez pas mal, mais moi j'ai pas vécu ce que vous avez vécu. Alors mais je lui dis mais attendez, mais je suis très très heureux pour vous, moi. Ne vous excusez pas d'avoir eu une enfance heureuse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que ce que je vous dis vous alerte. Et que tout à coup vous vous dites ah bah oui, ça existe. Il y a 51 000 enfants qui meurent chaque année sous les coups d'un proche. Voilà, c'est ça qui est intéressant. Et ce qui est intéressant, c'est que je sois à côté de vous et que vous me regardiez, que vous vous disiez bah il est plutôt pas mal reconstitué, quoi. Voilà. Parce que mais en même temps, pour reconnaître parfois avoir rencontré des gens qui ont souffert, c'est incroyablement présent. Je peux pas vous dire autre chose. C'est incroyablement présent dans chaque moment de la vie. Ça peut créer une forme de défiance au monde, un rapport effectivement douloureux, ça peut un rapport où on a peur de s'engager,
peur de se livrer, parce qu'on a été abîmé dans les premières années. Alors je ne sais pas si vous, dans votre vie affective, vous avez eu peur de la relation à l'autre, peur Pascal, de l'engagement. Vous avez tout, c'est formidable, c'est que vous avez tout résumé. J'ai eu l'occasion d'être écouté à l'Assemblée nationale par rapport aux violences éducatives ordinaires, les fameuses VEO. Et il y avait un médecin qui était là pour établir tout ce que pouvaient provoquer les coups sur un enfant. Et là, vous avez tout résumé, et je l'assume parfaitement. Moi, mon sac à dos est beaucoup plus léger que ce qui n'a été. Mais sachez que la maltraitance sur un enfant, ça provoque des addictions, ça provoque de la solitude, ça provoque la peur de ceci, la peur de cela, la peur de souffrir, la peur d'avoir peur, la peur. Et dans le texte, à un moment donné, vous verrez, il y a cette petite pirouette qui fait que, à un moment donné dans ma vie, la croix verte, c'était devenu ma grande ours. Les addictions aux médicaments. Ça peut être l'addiction à l'alcool, ça peut être des idées... C'était pas votre cas. Non, c'est pas mon cas. Mais, donc l'addiction que vous avez eue, vous, c'était la croix verte, c'est ce que vous dites. La croix verte, ouais, les médicaments pour essayer parfois d'aller mieux, pour essayer d'apaiser ces... Mais ça se voyait pas du tout à l'antenne. Ouais. C'est ça qui est sidérant. C'était poker face, quoi, vous. Parce que quand on vous voyait, vous êtes le plus gentil du monde. Ouais, alors je vais dire Joker face. Oui. Non, mais c'était incroyable. Mais personne n'aurait pu... On peut jamais imaginer, de toute façon, c'est idiot ce que je dis, on peut jamais imaginer la vie des uns et des autres. Mais on ne le percevait pas. Je vais tout vous dire, Pascal. J'ai eu la chance sur mon chemin, voilà, depuis mes 17 ans, de rencontrer des gens qui m'ont tendu la main. Je l'ai saisi, cette main. Et j'ai travaillé, entre autres, avec une femme remarquable, qui était Macha Béranger. Et Macha Béranger faisait une émission la nuit. Sur France Inter, sur France Inter, ouais, nous écoutions. Moi, j'adorais ça quand on était ados, bien sûr. Et les jeunes étudiants qui travaillaient la nuit. Et elle s'adressait à ceux qui dormaient pas la nuit, qui étaient seuls, qui étaient parfois en mauvaise santé, qui étaient dans la détresse. C'est moi qui sélectionnais les appels. Et tous les appels passaient pas à l'antenne. Et parfois des appels déchirants. Alors parfois j'étais tout minot, hein, je rentrais chez moi, j'étais dévasté. Hein. Oui, mais ça, écoutez ces gens-là, écoutez la solitude, écoutez la détresse, écoutez le désarroi des gens entre minuit et 3 heures du matin. Et là vous vous dites, il y a des gens qui souffrent beaucoup plus que moi. Alors ceux-là, je vais leur apporter du sourire. Je vais faire l'inverse. Je vais faire comme dit Boris Cyrulnik. Je vais transformer ce malheur en un merveilleux malheur. Et c'est ce que j'ai voulu faire quand je suis arrivé à France Télévisions. C'est-à-dire que on va donner du sourire, on va faire ou poker face ou joker face, et mes problèmes, je vais les garder, je vais les régler de mon côté, mais je vais faire en sorte que ceux avec qui je vais jouer, par exemple à Motus ou à Télématin, ou je vais leur donner du plaisir. Parce que parmi ces gens-là, ceux qui sont venus jouer avec moi, il y avait certainement des gens qui étaient dans des souffrances bien plus terribles que celles que j'ai pu vivre. Thierry Beccaro est avec nous, vous êtes sur Europe 1, il est 12h43, alors je rappelle que vous avez été présentateur de Motus de 90 à 2019, vous avez commencé votre carrière, vous venez de le dire, à Radio France en 78, vous avez été reporter pour Radio Bleu, vous avez animé les matinées, les débuts d'après-midi sur Radio France, vous avez été un peu sur TF1, la une chez vous, et puis à partir de 84, vous étiez avec Kélix, Cadence 3, en 87, Matin Bonheur, jusqu'en janvier 90, et puis au cours de l'été 88, l'occasion du Tour de France à la voile, vous étiez... Mais attendez, c'est plus un dossier, c'est des archives. Exactement, mais je vais quand même lire quelques petits extraits de la pièce, parce que vous jouez sur scène. Forcément, quand je les regardais partir, le visage coincé entre deux barreaux de la grille de chez Mémère, et que je leur tirais la langue, c'était ma mitraillette à moi, l'arme des enfants contre les grands. Je leur en voulais de m'abandonner, en même temps j'étais bien chez Mémère. C'était le temps où le temps n'existait pas, c'est joli ça, c'était le temps où le temps n'existait pas, justement, le temps où les jours n'avaient pas de nom, jusqu'à ce que ce jour arrive. Il s'appelait dimanche. Mémère m'avait prévenu, ça va énerver ton père. Faut dire que du côté de la famille de maman, il ne l'aimait pas beaucoup, le Rital, malgré tous les efforts pour leur plaire. Un bon boulot, toujours le mot pour rire, tiré à 4 épingles, une belle gueule à la Don Diego de la Vega avec ça. C'était Zorro qui rentrait tous les soirs, enfin, que j'aurais aimé le voir rentrer tous les soirs.
Mais il est où ce père aujourd'hui, à votre avis? Ah, je l'ai accompagné. Ouais. Comme j'ai accompagné ma mère. C'est pour ça que je suis... ce spectacle que vous verrez est un spectacle fort, drôle, parce qu'il y a des moments où, forcément où c'était drôle, où il y avait des... Je parle à ma petite sœur, ma petite sœur qui était témoin de ce que je vivais, sans qu'elle ne soit jamais touchée. C'est ça qui est fou. Et puis, il y a mes mères. Pourquoi? Parce que si vous venez voir le spectacle, Pascal, pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Moi, je le sais, mais il faut que vous veniez voir le spectacle pour comprendre ce qui s'est passé. Et en même temps, je n'ai aucun... Il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas d'idée de revanche, il n'y a pas de... Je pense à eux. Je pense que quelqu'un m'a dit un jour, tu sais, t'es venu ici, t'es venu sur Terre, t'es venu chez tes parents, ils t'ont montré ce qu'il fallait pas faire. Mais ce qui est vrai, et parfois je perçois ça aussi pour avoir entendu des adultes aujourd'hui, mais qui ont souffert de dont vous avez souffert. Curieusement, il n'y a pas de haine, il n'y a pas forcément de rancœur. Il peut y avoir une tristesse, il y a une présence, mais il n'y a pas non plus de pardon, d'ailleurs. Et je ne sais pas exactement décrire le sentiment dans ces cas-là qui anime, mais voilà, il y a... Je vais vous répondre et ça va s'enchaîner très bien. J'ai pas le choix, je le dis dans la pièce à un moment donné. Si je veux continuer d'avancer, de vivre, il faut que je fasse avec. Je vais pas rester. Et malheureusement, certains que j'ai rencontrés restent avec cette espèce de non, moi je pardonne pas, je reste avec. Mais si vous restez avec tout ça sur l'estomac, mais vous vous autodévorez. Jamais je peux faire le quart de ce que j'ai fait à la télévision. Si je reste avec tout ce poids sur l'estomac, je ne peux pas ressasser. Faire le quart de ce que j'ai fait sur scène, au théâtre, lire de la poésie, jouer tous les auteurs que j'ai joués, et puis surtout me dire que ceux qui viendront me voir au théâtre de l'Oriflamme, dans ce seul en scène qui est mis brillamment en scène par Anouche Setbon, et je tiens à l'embrasser très fort parce que on fait vraiment un travail de vous savez, comme je dis souvent, si vous jouez aux fléchettes, si vous voulez toucher, c'est dans le mille. Hein. C'est pas à droite, c'est pas à gauche, c'est pas en haut, c'est pas en bas, c'est flaf. Et ce que je souhaite, moi, c'est que les gens qui viennent voir L'amour à la menthe, tout à coup repartent en se disant « Waouh !» Voilà. Forcément, ils seront touchés. À 12h47, je le dis, c'est Thierry Beccaro qui était avec nous depuis quelques minutes. Et je rappelle, L'amour à la menthe du 5 au 26 juillet, c'est au Festival Off d'Avignon. C'est évidemment très émouvant. Chacun connaît évidemment son histoire. Et je lis quelques passages de cette pièce. Papa, je pleure parce que j'ai 5 ans et que j'ai peur. Je pleure parce que j'en ai 10 et que je ne comprends toujours pas. Je pleure parce que j'en ai 15 et que c'est injuste. Je pleure parce que j'ai 17 ans. Et que tu es toujours en colère. Je pleure parce que je meurs de chagrin, de douleur et d'ennui depuis toutes ces années. Je pleure parce que je suis grand et que depuis tout petit, je n'ai rien fait. Je pleure parce que ça sentira toujours la menthe, même quand tu ne seras plus là. Je pleure parce que je suis un ange et qu'on n'a pas le droit de taper les anges. Je pleure parce que j'ai les ailes brisées et que des ailes, c'est difficile à remplacer. Je vous assure, en lisant ça... ça te renvoie à ta propre enfance. Moi, j'ai eu de la chance d'avoir mes parents, je pense qu'ils m'aimaient bien. Et à chaque fois que j'entends ces témoignages de ces enfances que nous, on n'a pas vécues, je trouve que c'est... On a du mal à croire que ça puisse exister. Et on a des enfants nous-mêmes. Et on se dit, mais la nature humaine est... Mais si vous saviez le nombre de personnes qui vont se retrouver dans ce que je vais évoquer, parce que je vais peindre la toile de ma vie. Donc, on sait combien, on a des statistiques par exemple. On sait qu'il y a 51 000 enfants qui meurent chaque année. Il y a un enfant qui meurt tous les 5 jours sous les coups de ses parents. On sait qu'il y a un numéro de téléphone, le 119, que les enfants peuvent appeler, ou les proches, ou le petit copain de l'école qui s'aperçoit qu'il y a... Est-ce que vous pensez par exemple qu'aujourd'hui, la sensibilisation
du plus grand nombre fait que ces choses-là existent moins. Par exemple, dans votre cas, si vous aviez 5 ans, 10 ans aujourd'hui, est-ce que les voisins qui ne parlaient pas avant peut-être parleraient? Parce que il n'y avait pas que la famille qui savait. Qui était témoin de cela? À l'école, j'imagine, on le devinait. Bien sûr. Et personne n'intervient. Et les professeurs n'ont rien fait. Ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est que moi, ce que je raconte, ça se passe au XXe siècle. Hein. Ouais. On est en 1970, 80. Là, aujourd'hui, c'est exactement la même chose. Hein. Vous croyez? Ah bah, si vous, moi, je vous écoute, je vous regarde, je suis un peu les infos, les infanticides, c'est régulier. Et donc les campagnes de sensibilisation ne servent à rien. Le problème, il est que, en général, on parle des féminicides. On parle beaucoup des féminicides, et ça, c'est vraiment un vrai problème, régulièrement. Et on oublie à chaque fois que quand il y a une femme qui meurt sous les coups de son mari, juste à côté, il y a les enfants. Il est 12h50, je suis obligé malheureusement de vous interrompre parce que c'est passionnant. D'ailleurs, on pourrait rester vraiment plus longtemps. On vient de parler de 20 minutes d'un sujet qui est essentiel. Oui, ça c'est un sujet qui me paraît essentiel. Mais qui on ne s'en devrait sort. pas exister. Bien sûr, l'amour à l'amande. Pascal. Mais bien sûr, l'amour à l'amande du 5 au 26 juillet.